Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Mon invitée de la semaine est à nouveau une inconnue très connue comme je les appelle, mais pas dans le même sens. Son nom ne te dira peut-être rien, mais son travail te sera sans doute déjà plus familier. Elle a travaillé dans les coulisses du Golden Show puis au Studio Bagel chez Canal+. Et elle a fini par monter sa propre société de production associée avec un certain Monsieur Poulpe. C'est elle qui produit Crac Crac, une émission d'actualité et de divertissement autour de la sexualité et qui est diffusée sur Canal+. Je connais Vanessa Bria depuis des années, mais à distance. Je la voyais en coulisses, passionnée, travailleuse. J'ai reçu beaucoup d'artistes dans ce podcast et je cherche aussi à tendre mon micro à des entrepreneuses, à celles qui créent aussi, mais qui créent les outils qui leur permettent de continuer à monter des projets en toute indépendance. Vanessa m'a raconté ses flips et ses convictions, et en filigrane, son assurance et ses doutes. J'espère que son parcours t'inspirera si tu hésites encore à te lancer dans tes propres projets. Si tu aimes Sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Merci et bonne écoute. Vanessa Bria, bonjour. Oui, bonjour Clémence. Je suis tellement heureuse de te recevoir dans ce podcast. Ah, mais moi aussi. Je suis un peu mal à l'aise, mais je suis contente d'être là. Oui, j'allais dire, j'ai dû te convaincre de venir. Oui. Je te rappelle qu'on a déjeuné ensemble. Oui. Pour que j'arrive à te convaincre de venir dans le podcast. On dirait la meuf hyper égocentrique qui était là, genre non mais je veux que tu me vendes le projet en fait. Non, alors que pas du tout, pas du tout. On y reviendra plus tard, j'imagine, mais je suis souvent très mal à l'aise avec le fait d'être visible, donc voilà. Je suis très contente d'être là néanmoins. Pas de très bonne transition pour te présenter, car tu es une meuf inconnue, très connue, comme je les appelle. C'est-à-dire que si, je dis ton nom et je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas, mais si je dis Studio Bagel, là oui. Du coup tout le monde place. Oui, bah ouais, bah oui, on a, ouais. Studio Bagel, c'était vraiment pas rien, c'est toujours pas rien du tout, donc c'était, puis c'est une bonne grosse partie de ma carrière, ouais. Alors explique vite fait, t'as passé combien de temps chez Studio Bagel et à quel poste? Alors Studio Bagel, j'y ai passé, je crois, 2 ans et demi, 3 ans, donc c'est 3 saisons à peu près. Avant, j'étais chez Golden Moustache. Et avant, la genèse, c'est vraiment, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment le Golden Show, qui était une émission qu'on faisait avec Davy Mourier, Monsieur Poulpe et François Descraques. Et c'est vraiment là où tout a commencé en fait pour moi. Mais tu faisais quoi concrètement, ton job? À Bagel Ouais. En général. Tu peux me donner la progression? La progression, en fait, au Golden Show, en fait, donc Davy Mourier, en fait, on se connaît depuis que j'étais au lycée, en fait, parce qu'on vient d'Ardèche tous les deux. Il y a une grosse mafia audiovisuelle en Ardèche, aussi bizarre que ça puisse paraître. Les gens pensent à la crème de marron, mais non, il y a aussi des gens qui bossent dans l'audiovisuel. Et en fait, j'étais au lycée et j'ai rencontré Davy Mourier dans un cours d'impro donné par la pionne de notre lycée. Ça a littéralement changé ma vie. Ma rencontre fondatrice, c'est vraiment Davy. Moi, au départ, je m'orientais plutôt vers des études plutôt classiques en sciences politiques. Je voulais être responsable import-export dans des PME. Je ne sais même pas ce que ça veut dire et je ne sais même pas où j'ai entendu parler de ce poste. Existe-t-il? S'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais je trouvais que c'était un peu clinquant et tout. Il y avait un truc un peu, tu vois. Et en fait, je rencontre Davy, on fait des blagues et je me dis ah putain, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas des métiers? Parce que tu sais, les conseillers d'orientation en province, dans des petits bleds, ils te disent ah t'es fort en anglais, bah fais preuve d'anglais. Ouais, bah, merci, vraiment je sais pas combien t'es payé, mais c'est vraiment non merci. Et en fait Davy, il était à fond là-dedans et en fait il m'a fait découvrir tout un métier, donc la technique, les scénarios, tous les trucs comme ça et tout. Et du coup, tout est parti de là, en fait. Et quand je suis rentrée au Golden Show, bon, il y a tout un pan, parce que là, on fait un saut dans le temps de 10 ans. Mais quand il m'a appelé pour le Golden Show, moi, j'avais fait du coup des études de gestion culturelle, mais plutôt spectacle vivant, donc musique. J'étais administratrice dans un centre culturel en Corse pendant 4 ans et tout. Et il me dit, on fait le Golden Show en ce moment. Je dis, bah oui, bah, évidemment, je sais. On a besoin de quelqu'un pour organiser. Je lui fais, mais mec, moi, tu sais bien que je fais pas d'audiovisuel, en fait. Enfin, on faisait des courts-métrages ensemble quand j'avais 15 ans, mais voilà. Et il me dit, mais non, mais tu sauras le faire, viens, et tout, il y a Poulpe, enfin, machin et tout.
Monsieur Poulpe. Monsieur Poulpe. Oui. Et en fait, on a commencé comme ça. Je me suis retrouvée à Paris, parachute taxe totale, dans ce milieu-là, où en fait, du coup, je les ai aidés à organiser un peu toute la production. Sauf que moi, j'avais aucun outil. C'est-à-dire, j'avais pas fait d'études là-dedans. J'avais pas d'expérience en audiovisuel. Et du coup, j'ai dû créer des outils. Et en fait, en les faisant, je me suis dit, et en rencontrant des gens après ce milieu, je me suis dit, ah merde, ce que j'ai créé, c'est pragmatique. Et en fait, ça a des vrais noms. Genre, moi, je faisais un planning. Bah non, c'est un plan de travail. Je faisais une liste. Bah non, en fait, c'est un dépouillement. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est simplement une logique d'esprit, tu vois. Donc, ça a commencé un peu comme ça. Et après, donc, je suis rentrée à Golden Moustache. J'ai fait la première année avec Suricat. Et ensuite, je suis partie à Studio Bagel. Je suis arrivée au moment où Studio Bagel se diversifiait, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus que la chaîne YouTube, il y avait aussi des programmes télé. Donc les tutos commençaient à aller sur le Grand Journal, on créait des zappings, il y avait aussi Pendant ce temps. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là, en fait, de l'aventure. Donc c'est au moment où il y avait tout l'enjeu de structuration. Ce qui était hyper intéressant, d'autant que 6 mois après mon arrivée, on était racheté par Canal+. Donc il a fallu greffer Studio Bagel sur l'énorme paquebot qui est Canal+. Et donc il y avait tous les liens à faire, en fait, de faire absorber une petite start-up dans un énorme groupe qui est quand même Vivendi, qui est pas, je sais pas si tu connais Clémence, mais c'est un de nom, ça me dit vaguement quelque chose. Donc voilà, c'était pas rien, quoi. Donc là, moi j'ai occupé le poste au départ de directrice des productions Studio Bagel. Donc en fait, j'organisais, en gros, pour vulgariser, je trouvais les ressources humaines et techniques pour rendre possible les scénarios et les lignes éditoriales de chacune des chaînes ou des programmes. Ok, donc pour résumer, t'es passée de animatrice d'un centre culturel en Corse, sans aucune expérience, à directrice des programmes de Studio Bagel au moment de l'acquisition par Canal+. Ouais, directrice des productions. Ouais. Aucun sens et voilà, pas beaucoup d'explications. C'était pas le sens de ma remarque, c'était plutôt en fait, t'as pas fait de formation intermédiaire à tout ça. C'est que des choses que t'as appris en les faisant. Oui, j'ai vraiment appris sur le tas. Dans mes études, j'ai fait une maîtrise. Dans mes études, on apprenait à monter des événements culturels, donc des festivals, des colloques, des conférences, des festivals de musique, des tremplins musicaux. Mais tu vois, c'était très musique, très spectacle vivant. Et en fait, après tout l'audiovisuel, je l'ai vraiment appris, mais sur le tas, de A à Z, en fait. Et ces sauts de carrière qui sont très bizarres, c'est ce qui fait que j'ai un CV hyper particulier. C'est un de mes traits de caractère premiers. C'est que je suis pas quelqu'un, alors ça change maintenant, mais je suis pas quelqu'un qui avait énormément confiance en moi. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais en vrai, c'était vraiment le cas. Et en fait, quand je voyais quelqu'un qui avait confiance en moi, par contre, et qui me proposait un poste, par contre, j'ai cette capacité à me dire, ok, il y croit, je vais lui faire confiance, et puis on va y aller, et puis on verra, quoi. Donc en fait, à chaque fois qu'on me proposait un truc, je faisais, mais je sais pas faire. Oui, mais ça ira. Bon, d'accord. Et du coup, je me donnais à 1000% parce que j'aime pas du tout ne pas y arriver, ne pas être à la hauteur, décevoir les gens. Et du coup, j'y allais à fond et je bourrinais un max, quoi, en gros. C'est pas une mauvaise philosophie, effectivement, parce que c'est toujours paradoxal quand je vois des meufs qui ont du talent, qui sont entourées par des gens qu'elles admirent. Ouais. Et quand ces gens-là leur disent « Yes, c'est cool, va dans cette direction », non, t'es sûr, je pense pas, etc. Et c'est quoi l'intérêt d'admirer des gens si tu sais pas faire confiance à leur jugement quand ils sont là pour t'épauler? C'est ça. C'est un mystère. C'est ça, ouais. Non, je pense que les perches tendues, il faut les choper. Et parce que, et là c'est la personne qui maintenant a 34 ans dans un mois qui parle, c'est que en fait, tu ne te casses jamais la gueule. En fait, le concept d'échec est un concept qui n'existe pas. Parce que à chaque situation, tu vas en retirer un truc très positif. Tout ce que tu fais te revient toujours. Ça, c'est une phrase que j'avais vue dans une expo sur le bonheur à la Gaîté Lyrique il y a 4 ans. Je sais pas si tu te souviens. C'est un gars qui faisait toute une expo sur le bonheur. C'était incroyable. Et il y avait cette phrase « Everything I do always come back to me ». Donc, c'est un peu une définition du karma aussi, en fait. Enfin, si tu viens en positif, t'auras du positif. Si tu viens en traînant les pieds ou en voyant le verre à moitié vide, non. Moi, je crois vachement à l'énergie que tu mets, mais simple. C'est-à-dire pas... bosser 24 heures par jour, mais plus à ok, je suis positif, on verra, et puis au pire des cas, on rebondira, on trouvera d'autres solutions. J'ai suffisamment de base maintenant pour que je ne tombe pas bas, en fait, tu vois.
Bah, totalement. Je voudrais dire que ça fait moins de 10 minutes qu'on a commencé à enregistrer et je suis déjà extrêmement ravie de cette interview. J'ai tellement de questions et t'as donné tellement de choses en même temps. Je suis là. Ok, restez, asseyez-vous, prenez votre temps. On va reprendre les bases. Donc, alors, je vais faire un teaser qui est en vrai la raison pour laquelle je tenais absolument à t'avoir, c'est que effectivement, je sais pour connaître un petit peu les coulisses que tu étais un élément clé chez Studio Bagel, mais que tu prends très peu la lumière, car en dehors du milieu, je suis pas sûre que ton nom soit très connu. Non. Et c'est dommage, le monde de père à ne pas te connaître. Depuis, tu as quitté le Studio Bagel pour fonder ta propre entreprise, ta propre boîte de prod. Oui. Et tu produis notamment l'émission Crac Crac sur Canal+. Oui. Donc on en parle tout à l'heure. Ouais. Avant qu'on arrive à ce parcours, la première question que je pose à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? 7 ans, ça fait quelle classe ? Le CP. C'est CP. J'étais une énorme bitch. C'est incroyable. Et tu sais que ça me hante encore. C'est-à-dire qu'en fait, je viens d'un tout petit village de 600 habitants. Et en fait, c'était classe unique. Tu vois, c'était le moment où en fait dans les campagnes c'était compliqué d'avoir des classes remplies et du coup dans la même pièce c'était du CP au CM2. Donc en fait ma sœur qui a 2 ans de plus que moi, j'ai toujours été dans la même pièce qu'elle jusqu'au collège en fait, tu vois. Et de mon année, très très bon cru pour le village de Vérane en 1985, naissent 7 meufs, tu vois. Aucun gars de 1985. 7 meufs. Et en fait, moi j'étais la commandante. C'est-à-dire que je faisais, tu vas voir l'énorme contrôle fric déjà de base, je faisais des plannings de à quoi on allait jouer à la récré. Et j'optimisais chaque semaine pour dire ok, on a bien joué au ballon prisonnier, ça c'est fait. Ok, la marelle, ça c'est pour jeudi matin, je suis pas vraiment sûre. Peut-être que vendredi après-midi, c'est plus ludique. Voilà. C'est compliqué. C'est génial. Et en fait, c'est l'enfer. Putain, je me déteste. Et en fait, j'étais très très commandante. J'étais vraiment vraiment la commandante, quoi. Mais parce que tu te sentais commandante ou c'est l'image que les autres te renvoyaient ? Parce que là, ce que tu me décris, pour moi, c'est pas de l'autoritarisme, c'est de l'organisation. Il y a façon et façon de l'amener, bien sûr. Après, si tu tyrannisais les autres pour qu'ils respectent ton organisation, certes. Mais si c'était plus dans moi j'ai envie qu'on joue à ça, toi t'as envie qu'on joue à ça, venez on s'organise pour qu'on varie les jeux et que ce soit pas toujours les mêmes ouais, c'était un peu de ça, mais il y avait quand même, on va pas se mentir, et je suis très honnête avec ça, enfin il y avait un côté un peu pouvoir tout péter en fait, enfin tu vois, je pense que ma sœur avait une énorme importance dans ma vie. Et vu qu'elle avait 2 ans de plus, c'était quelqu'un que j'admirais profondément, qui est très intelligente, enfin brillante, qui est belle, enfin voilà. Et elle me bolossait un peu, tu vois, chez nous. Et en fait, moi, je pense que c'était un petit peu ma manière de moi prendre une place, tu vois. Il y avait un peu ce truc-là où, pour le coup, dans ma famille, je ne suis pas du tout la commandante. Je suis la bonne patte, tu vois, qui aime pas du tout les conflits parce que j'aime pas du tout les conflits. Et je pense qu'en primaire, j'étais cette petite fille-là, un peu de genre. Je voulais un peu exister là-dedans et me dire que ça passait par moi, tu vois, c'était un peu ça, quoi. Et chose qui a changé très vite quand je suis rentrée au collège après. Mais ouais, j'étais cette personne-là. J'étais pas une peste, pas une mauvaise personne, mais un peu bitchy, quoi. Alors c'est marrant parce que je décrirais pas du tout ça comme bitchy, tu sais, le fait de s'imposer et de vouloir que les choses soient faites comme tu as envie de le faire. Après, encore une fois, ça dépend de la manière dont c'est fait, mais fondamentalement, je pense que quand il y a personne qui se propose en leader, oui, c'est la vie du groupe n'est pas la même en fait. Oui, peut-être. Est-ce que tu avais de la concurrence surtout à ce poste ? Est-ce que tu avais dans ton groupe de cette petite fille une autre qui râlait que mais c'est toujours Vanessa qui décide à quoi on joue ? Est-ce que tu as eu un putsch contre toi ? J'ai pas eu je réfléchis, attends. J'ai pas eu des putschs. Non, j'ai pas eu de putsch. Il n'y a pas eu de putsch et en vrai, je pense qu'effectivement, je dramatise peut-être un petit peu la situation parce qu'on est resté très copines et de ouf en fait, tu vois. Mais moi, j'aime pas. Enfin, c'est peut-être moi qui en parle avec mes yeux de maintenant, mais je trouve que chaque personne dominante dans un groupe ne crée pas un intérêt. Enfin, tu vois, moi, je déteste la contrainte et je déteste qu'on m'impose des choses. Et quand je me regarde. Quand j'étais en primaire, j'étais un peu genre j'imposais un peu et je trouve que c'est pas cool en fait, c'est pas comme ça. Tu vois, c'était pas très démocratique. Je disais pas genre OK les meufs, enfin pour moi l'arbitrage et ce que tu décris genre faut quelqu'un pour organiser.
j'aurais dû dire à ce moment-là, ok, qui est chaud pour le ballon prisonnier, on lève la main, machin. J'étais là, on fait ça. Enfin, je veux dire, c'est pas très classe, hein. Enfin, tu vois, c'est pas. Mais c'est pas de ton métier, c'est-à-dire que tu t'es pas retrouvé après dans ta vie professionnelle à faire exactement ça, c'est-à-dire à voilà le planning, vérifier que ça convient à tout le monde dans le sens où respecter ce qui a été prévu. Ouais, mais je fais vachement confiance, moi, à l'intelligence collective et je mets vachement les gens dans mes décisions, en fait. Enfin, mes décisions, pour moi, mon rôle, j'aime pas du tout le mot hiérarchie, par exemple, ça me met hyper mal à l'aise. J'aime bien le mot arbitrage, tu vois, c'est qu'à un moment donné, effectivement, faut quelqu'un pour arbitrer parce que t'es 10 personnes dans une équipe, à un moment donné, voilà. Néanmoins, j'aime que tout le monde ait la parole, même parfois quand c'est pas des gens dont c'est le corps de métier, simplement pour, tu vois, créer une sorte de brainstorming et il y a des idées, tout le monde a 36 milliards de bonnes idées en fait. Et après c'est moi qui effectivement détient la vision de ma société, enfin de notre société parce que je suis associée avec Monsieur Poulpe. Mais on laisse parler tout le monde, tu vois. Enfin c'est pas faites ça, ciao. Enfin je veux dire il y a rien de moins les gens, mais sinon c'est horrible. Ils viennent au taf pour appliquer les règles de quelqu'un. Enfin c'est nul, tu vois. C'est pas du tout épanouissant, tu vois. Au-delà de l'épanouissement, je trouve aussi que c'est un manque de richesse, c'est-à-dire que faut être sacrément sûr de soi pour penser qu'on a toujours raison parce qu'on est le chef. Bah complètement. Et l'extrême inverse, ce que j'ai pu parfois connaître, c'est d'avoir pas assez confiance et du coup, quand toi t'es un peu en dessous, ton équipe, c'est très très compliqué de gérer une équipe et de la manager parce que les gens le sentent. Très rapidement en fait, et du coup ça te met dans une position de faiblesse qui est pas cool parce qu'on attend d'un manager qui prenne les décisions et si tu ne prends pas ces décisions tu faillis à ta mission. Et ça, moi il y a eu des moments où j'ai été assez fatiguée, notamment à Bagel parce qu'on travaillait énormément et où je sais que j'ai vraiment il y a des foirades quoi. Enfin il y a des trucs où je prenais pas assez le temps pour écouter, je me montrais un peu trop en position de faiblesse des fois et que du coup c'est pas Qu'est-ce que tu appelles une position de faiblesse? Position de faiblesse en management, bah c'est c'est un souci que j'ai, c'est que je suis très impatiente. Et en fait, pour moi, c'est de la faiblesse, ça, l'impatience. Parce qu'en fait, je prenais pas assez le temps d'écouter jusqu'à la fin la situation de la personne en face. Parce qu'en fait, pas parce qu'elle m'intéressait pas du tout, au contraire. J'aurais aimé avoir le temps. Mais parce qu'à un moment donné, j'en avais tellement pas que j'étais obligée de prioriser. Et en fait, je me suis montrée parfois un peu brusque parce que justement, j'étais là genre où il va à la fin de ta phrase. C'est une phrase que apparemment je disais beaucoup et qu'on m'a reproché à juste titre. C'est que je disais va à la fin de ta phrase parce que c'est bon, moi j'ai compris là en fait où tu voulais en venir, mais en fait cette personne, elle a fait un travail de recherche pour me proposer une solution viable. Je ne peux pas sabrer sa réflexion et dire oui ok mais c'est quoi le résultat? Tu peux le faire mais c'est dommage, tu te passes de la relation la plus précieuse que tu as avec les gens avec qui tu travailles et tes collaborateurs, tu vois. Et ça pour moi c'est de la faiblesse que parfois d'aller trop vite et de faire oui non mais ok non prenons le temps, step back, tu vois, et souffle et puis après ça ira quoi. Mais bon voilà. C'est pas toujours évident parce que c'est une situation que moi aussi je rencontre beaucoup dans mon quotidien puisque donc je suis rédactrice en chef d'un magazine sur internet. J'ai envie de dire time is of the essence, comme on dit en anglais. C'est qu'il n'y a pas toujours le temps, ou plutôt le temps est compté fondamentalement. C'est-à-dire que si je réponds pas à cette problématique maintenant, en fait dans 2 heures c'est trop tard parce que la news elle est passée sur 3 autres magazines et qu'on est derrière. Si je prends pas la bonne décision au bon moment, je mets des gens dans la merde, etc. Et donc je fais ce que tu fais mais trop souvent aussi, c'est-à-dire en fait ma première question quand on vient me voir c'est est-ce que c'est urgent? Et je me suis rendu compte au bout de plusieurs semaines voire mois qu'il fallait que je définisse, que j'explique à mes équipes ce que ça voulait dire urgent, parce qu'en fait la personne qui me parle elle ne sait pas si c'est urgent ou pas. C'est forcément ça l'est pour elle. Mais c'est ça. Et puis les personnes n'ont pas forcément accès à toi, toute ta réalité, c'est-à-dire toutes les autres choses que tu gères qui ne les concernent pas directement mais qui te prennent du temps. Et c'est vrai que quand tu dis oui non mais c'est parce que moi il y a d'autres choses plus urgentes, mais pour la personne c'est son urgence à elle, et oui mais tu dois compiler et je trouve des fois dans des positions qui sont hyper compliquées où t'as l'impression d'acculer tout le monde contre le mur sous prétexte que toi t'as arbitré comme ça. Mais
moi, il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit merde, du coup, j'arbitre comme une merde. Mais en fait, non. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de moments où j'arbitre comme une merde. Mais en fait, non. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. J'aurais arbitré autrement, il y aurait eu des défauts et des inconvénients, tu vois. Ça, c'est aussi le bénéfice de. Ça fait 10 ans que je fais ce métier, c'est que maintenant, je me dis, bon, j'ai fait ça comme ça, j'ai fait ça avec ton instinct. Faut hyper faire confiance à son intuition quand t'es dans des postes de management ou de vision. Et du coup, tu dis, bon, bah voilà, ça s'est fait comme ça. Faut être capable de reconnaître ses erreurs, mais néanmoins, à ce moment-là, je l'ai fait comme ça parce que j'avais des très très bonnes raisons de le faire comme ça, tu vois. Donc, et ça, faut se faire vachement confiance. Et ça vient. Enfin, moi, depuis 3 ans, je me sens vraiment en pleine possession. Quasiment en pleine possession de ma capacité d'arbitrage et à me faire confiance, quoi. Alors, tu parles de confiance. Quel a été ton cheminement pour construire et trouver la tienne? Trouver et construire ta confiance? Alors déjà, moi je pense que de base, j'ai eu pas mal de bol. C'est-à-dire que je viens d'une famille qui fait confiance, de ouf. J'ai des parents mortels pour ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu d'injonction à, tu vois. Déjà, j'ai pas du tout été élevée dans le genre. Donc ça aide vachement. C'est-à-dire qu'on est 2 filles, un garçon. Mon père, il fallait quelqu'un pour monter des parpaings. Il prenait l'enfant dispo, quoi. Tu vois, mon père est hyper pragmatique. Donc, tu vois, c'est quel est le relou dispo, vas-y, prends, tu vois, mets une blouse et puis viens m'aider, tu vois. Bon, du coup, ce qui fait qu'on se retrouvait des fois à charger des bûches de bois sur le tracteur. On n'avait pas le permis. Enfin, tout était très, 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 très illégal, n'est-ce pas? L'enfance dans les années 90. Ouais, c'est ça. Et en plus, et du côté mes grands-mères, c'était pareil. Ma grand-mère, Mamie Denise, qui est chambée, c'est quelqu'un, parce que je me souviens de cette question la première fois que tu t'es dit pense par toi-même. Ouais. Alors moi, c'est fou, quand j'ai lu cette première question-là, c'est que moi, j'ai grandi avec cette phrase. C'est-à-dire que c'est le mantra de ma famille. Et notamment Mamie Denise. Vraiment, depuis que je suis gamine, j'entends cette phrase. Et en fait, là, je la comprends complètement. Mais quand t'as 5 ans et qu'elle te dit « Ma petite fille, tu sais, il faudra jamais être un mouton, il faudra toujours penser par toi-même. Pense par toi-même. » Et t'as 5 ans et tu fais « Mais moi, je voulais juste me déguiser aujourd'hui. Je voulais pas faire de la philosophie. Je voulais pas parler de Sénèque, quoi. » Mais j'ai grandi avec cette phrase. Et en fait, c'est une phrase, mais moi, qui m'a sauvé le yonf, mais un truc de malade. C'est-à-dire que jamais je me suis dit ok, qu'est-ce que pensent les gens, qu'est-ce que je dois penser? Moi, on m'a direct dit, j'ai grandi comme ça, genre fais-toi ton propre jugement, ton libre arbitre, ça sera ta plus grande force. Et en fait, du coup, je pars déjà tu vois, fournie d'une force qui est toujours là, en fait, tu vois. Donc ça déjà, c'est vachement bien. Alors effectivement, c'est une très bonne base pour faire germer la confiance en soi, de savoir que t'es la première personne à pouvoir décider qu'est-ce que tu penses complètement. Et qu'est-ce qui est important. Et que tout est possible, tu vois. J'ai vraiment jamais entendu mes parents me dire, ou mon père me dire, non mais ça c'est pas pour toi, pas du tout. Enfin, mon père, au contraire, quoi. C'était... Mon père, c'est ce que je dis souvent, c'est presque le plus grand des féministes. C'est-à-dire qu'il est... c'est pas du tout un mot qu'il utilise, mais il est pragmatique. C'est-à-dire que tu vas lui dire t'es féministe, il va faire genre... Quoi, que ça veut dire juste que tout le monde peut faire ce qu'il veut? Bah oui, non mais ça c'est la vie, c'est normal. Enfin tu vois, c'est pragmatique, c'est pas genre ah oui, bah oui, parce que bon, c'est complètement inconscient, ce qui est le meilleur féminisme. C'est-à-dire que il faut quelqu'un, bon bah on prend la personne dispo, la personne compétente pour ça, tu vois. Et ça, quand tu grandis là-dedans, mais c'est charmé, tu vois. Ouais, absolument. Ça, moi, c'est hyper, moi, ma famille m'a hyper construite là-dedans. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle? Alors, tu parlais tout à l'heure de import-export dans une PME, c'est très spécifique. Glamour. J'ai besoin d'anecdotes. Je sais pas, hein. J'ai pas de réponse à cette question. C'est-à-dire que... En fait, c'est ça aussi. Alors ça, c'est un pendant de l'éducation de mes parents, c'est que on pouvait faire ce qu'on voulait. Ils n'avaient pas du tout un truc de genre faites des bacs plus 5, faites ci, faites ça, faites machin. Et en fait, bizarrement, des fois, trop de liberté te conduit à être perdu. À paniquer. Ouais. Et en fait, moi, c'était la panique. C'est-à-dire que j'étais là, genre, du coup, je ne sais pas quoi faire. Et vu que je me démerdais pas mal en cours, je me suis dit, je vais faire comme ma sœur. Enfin, déjà, j'ai tout fait comme ma sœur à la fac, quoi. Je me suis dit, elle fait ça, je fais ça, machin, ça me permettait de pas réfléchir, tu vois. Et vu qu'elle s'était plutôt successful de son côté, je me suis dit, allez, je vais faire pareil. Donc, en fait, responsable import-export, c'est juste que je me disais, tu te démerdes pas mal, fais ça, tu vois. Mais avant, au collège, en 6e, je voulais être dessinatrice pour Walt Disney. Mais je ne sais pas dessiner.
Pourquoi ? Rien n'est impossible. Pourquoi se dire ça ? Enfin, je veux dire, enfin là, c'est ok, on peut tout faire, mais là, même ma soeur était là, genre, oui, bon, excuse-moi, mais tu dessines comme une merde. Ah ouais, c'est vrai. Bon, bah, je vais changer d'avis. Enfin, tu vois, j'ai pas eu de tilt, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est les gens que j'ai rencontrés qui ont fait ma carrière. C'est pas moi, alors, trop. Justement, on va y revenir, mais je vois un paradoxe dans ce que tu racontes, c'est que t'as été élevé dans ce milieu qui t'a pas mis de barrière, pas mis d'œillère sur ce que tu pouvais faire ou pas, jusqu'à effectivement vouloir être dessinatrice alors que tu sais pas dessiner. Pourtant, tout à l'heure, tu racontes que quand David Mounier t'appelle pour te dire viens, ta première réaction, c'est quand même attends, mais c'est pas. Enfin, j'ai jamais fait d'audiovisuel, j'ai pas de formation là-dedans. Ouais. Bah ouais, parce qu'il y a quand même toujours un truc, moi, qui va être de l'ordre. J'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Pareil, hein, là, on va être dans l'enchaînement des portes ouvertes, mais de me sentir légitime, moi, ça m'a pris vachement de temps. Et j'ai longtemps eu l'impression, jusqu'à il y a 3 ans, je dirais, que j'allais me faire démasquer. Que je suis un énorme escroc. Mais vraiment. C'est-à-dire que je me disais tout le temps ça. Je me disais, non, mais en fait, à un moment donné, les gens vont se rendre compte de la super chérie, tu vois. Mais quelle super chérie bah justement, là, du coup, ça me paraît plus en phase avec ma vie actuelle. Mais je suis contente d'avoir fait d'ailleurs ce chemin comme ça. Mais qu'est-ce que tu avais la sensation de ne pas réussir ou de réussir tout juste à la sueur de ton front et que tu masquais aux autres quelque part? Je sais pas, j'avais toujours cette flip de me dire il manque des outils, il manque de l'expérience. Je sais que il manque une certaine tenue entre guillemets, c'est-à-dire que moi j'ai pas beaucoup de filtres et en fait j'ai pas 36 milliards de masques, donc c'est compliqué parce que du coup je suis comme ça, comme je suis partout, et je me disais merde, est-ce qu'il faut avoir des statures, des postures, est-ce que là à Canal il va falloir que je mette un tailleur, je me suis posé des questions comme ça, et en fait je me suis dit mais c'est la pire des choses, c'est quand tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, c'est là où t'as le moins de talent. Alors ça, mais c'est vraiment quand tu cherches à être quelqu'un d'autre, t'es nul à chier dans ces moments-là, tu vois. Je sais pas, ouais, la légitimité, c'est vraiment un truc. Mais même encore maintenant, tu vois, ce matin, donc là, j'ai monté les sociétés, donc je passe, donc je ne suis plus intermittente et du coup, je suis gérante de société. Et c'est pas du tout un statut que je connais. Et ce matin, j'étais en réunion avec une meuf qui fait des assurances, vie, machin, tu vois. Et elle me parlait de trucs de TNS, donc travailleurs non salariés, machin, trucs de boîte. Et moi, j'étais là, genre, je comprends rien. Je comprends rien. Au-delà de ça, ça ne m'intéresse pas. Mais je ne comprends rien. Merde, elle va le voir. Tu vois, en fait, tu vois, c'est comme, je sais pas si t'as vu cet épisode de RuPaul Drag Race où à un moment donné, je sais plus, je crois que c'est dans la saison 10, elles font venir, elles doivent jouer aussi leur faux self. Enfin, je sais plus comment elles l'appellent, mais c'est leur evil twin, tu vois. Ouais. La personne qui te tire vers le bas et qui te dit t'es une merde. Et moi, là ce matin, je l'ai ressenti. Il vient mais direct. Moi de toute façon à chaque fois, il arrive. Et là maintenant je l'accueille et je me dis bah non mais meuf on s'en bat les couilles en fait et ciao, tu vois, il part aussi sec maintenant, tu vois, parce que je sais le maîtriser. Mais il y a quand même eu cette phase de genre merde, je monte une boîte, elle doit se dire genre mais pourquoi elle le fait, parce que vraiment il ne se passe rien dans ses yeux, c'est vraiment genre tu vois, là on la regarde, on voit quelqu'un qui est en train de faire un AVC tu vois, donc c'est marrant comme il se remet tout le temps en branle, tu vois. Et t'essayes pas t'as peur de poser des questions pour non, en plus pas du tout. Non mais c'est ça, mais tu pointes un truc essentiel chez moi, je suis hyper paradoxale là-dessus, c'est-à-dire que j'ai pas peur de grand-chose parce que je relativise beaucoup, c'est-à-dire que en fait, on n'est vraiment pas en train de sauver des vies. On est plein de privilèges et j'estime être dans une position où vraiment j'ai pas à me plaindre, tu vois, et puis parce que j'ai aussi décidé de voir le verre à moitié plein tout le temps, systématiquement, tu vois. Mais bizarrement, y a des moments où je me fais rattraper, tu vois. Mais en fait, pourquoi je sais pas. Je reviens à ce que tu racontais il y a un instant, puisque t'as finalement... tu disais que tu avais réussi à combattre ce problème de légitimité il y a environ 3 ans, donc ça coïncide avec le moment où quand je suis partie de Bagel. Pour monter ton entreprise. Ouais. C'était quoi le déclic ? Le déclic pour monter la société, c'est déjà c'est Poulpe, parce que c'est une personne avec qui je travaille depuis maintenant 8-9 ans, tu vois. On se connaît par cœur, on a vraiment une relation de l'ordre de la fraternité, tu vois, c'est très fraternel, donc on a vraiment comme des frères et sœurs, c'est-à-dire que tu t'épargnes pas.
Mais au moins, tu t'économises du temps parce qu'en fait, tu t'es très cash. On est très, très cash l'un envers l'autre. Et en même temps, extrêmement bienveillant. On sait que tous les deux, unis, on est solides. Parce que la personne, enfin lui, il supplée à des choses que, enfin tu vois, on est vraiment en vase communicant, on est complémentaires mais à fond. Et en fait déjà, je l'aurais pas fait, en tout cas à ce moment-là, avec une autre personne. C'est une certitude pour moi, Poulpe. C'est vraiment une relation d'évidence. De toute façon, tu te lances pas dans une construction comme ça sans être sûr de ton alliance, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, déjà, ça, c'était vraiment un truc important. Ensuite, moi, m'étant affranchie d'un grand groupe comme Canal, dans lequel j'ai énormément appris et c'était super et tout, j'avais envie de liberté, d'indépendance et de faire mes propres choix. Et ces propres choix, ça implique d'assumer ses propres réussites et ses propres échecs. Et en fait, moi, j'avais envie de pouvoir tout assumer toute seule, parce que c'est beaucoup plus confortable comme position. Et ça, au moins, tu gères tous tes trucs de A à Z, tu vois. C'est tous tes choix, c'est tous tes petits trucs, c'est fait à la suite de ton front, tu vois. Et donc, j'ai pris 6 mois après Bagel pour prendre du temps. Je suis partie toute seule aux États-Unis. Je me suis retrouvée dans une caravane au fin fond de la Death Valley. Il m'est arrivé des aventures incroyables. C'était hyper ressourçant. J'ai aussi lu un livre hyper important pour moi sur les conseils de François Descraques qui s'appelle Creativity Inc. d'Ed Catmull, qui est le fondateur de Pixar. Hyper intéressant et qui m'a donné vachement de force. Et après, du coup, on s'est lancé dans la société. Moi, je me suis dit, bon, un énième truc que je fais alors que je ne sais pas du tout si je vais y arriver, mais j'étais avec Poulpe et je me suis dit de toute façon, enfin j'étais dans ce mood là de genre test, on verra, c'est pas grave, tu retomberas tout le temps sur tes pattes, maintenant dans ta valise il y a des compétences que tu peux valoriser, faut juste tester, c'est le moment en fait, voilà. C'est hyper intéressant. En t'écoutant, je me fais la réflexion que je crois que les femmes ont le remède au syndrome de l'imposteur depuis la nuit des temps. Parce que quand tu commences à expliquer ton déclic et ta relation avec Poulpe, ça ressemble tellement à un projet d'enfant, tu sais. J'ai trouvé la bonne personne parce que voilà, notre couple va être solide je voyais vraiment ce parallèle là et je me dis oui, en fait je pense qu'être parent c'est un énorme saut dans l'inconnu et que personne n'est préparé, personne n'a les compétences, de toute façon il n'y a pas d'école et pas de diplôme de toute façon tu peux tout maîtriser et rien maîtriser en même temps parce que la vie fait ce qu'elle veut mais que derrière c'est à la fois tout le monde peut y arriver et personne n'y arrive parfaitement. Et on est toujours là. L'espèce humaine est toujours là. Ça veut dire qu'on se débrouille au global pas si mal que ça. Et c'est fou comme ton déclic d'entreprise et ta façon de dépasser le syndrome de l'imposteur me fait penser à ça, quoi. Mais c'est ça, en fait. Moi, je trouve que monter une société, ça a l'air d'être très sérieux. Tu vois, pour moi, c'est très, je sais pas, esthétique, House of Cards, c'est à l'impression. Enfin, non, je sais pas comment dire. Tu sais, genre, on fait des réunions, on fait du business et on fait des... Comptabilité. Ouais, tu vois, on est à fond et tout. On fait de la strat. Et en fait, moi, il y a vraiment ce truc de... je prends la légèreté très au sérieux. Et le sérieux, je le fais avec beaucoup de légèreté. Toujours pour ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que vraiment, faut se détendre du slip, en fait. Enfin, on va pas se mentir. On fait un métier quand même qui est chambé. C'est de la production audiovisuelle. On crée des œuvres, on accompagne des artistes, on fait émerger des œuvres, c'est peut-être des fois un grand mot, mais en tout cas c'est des choses, des tentatives, tu vois. J'adore l'art de la tentative, juste tester un truc, tu vois, c'est cool comme position, tu vois, c'est confortable. Donc ouais, c'est exactement ça, c'est être enfant, c'est genre ok, ah putain, là j'ai 2-3 ballons, viens, on fait la plus grande partie de foot, tu vois, enfin, et au pire on perd, on s'en fout, c'était cool, on était avec des gens qu'on a choisis, tu vois. T'as parlé de slip et toi-même tu sais, car c'est une anecdote que tu m'as racontée et que j'adore. Une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir dans ce podcast, c'est parce que je veux mettre en avant des femmes qui ont monté leur entreprise pour qu'on se rende compte qu'une entreprise c'est effectivement pas forcément 4 murs gris et de la moquette grise. Et alors quand on s'était rencontrés pour déjeuner, tu m'avais parlé d'une clause de tes statuts. Parce que du coup, quand tu montes ta boîte, c'est toi qui fais les statuts de ta boîte. Et tu as une clause particulière dedans. Oui. Alors, elle s'appelle la clause du slip. Yes. Je suis très très fière de cette clause, qui je pense n'existe nulle part ailleurs, parce que personne n'est assez fou pour y avoir pensé. Néanmoins, ma bonne Clémence, tu sais à quel point elle est réfléchie. Elle est très très stratégique. En fait, donc quand on s'est associé avec Poulpe,
Moi, ma plus grande crainte dans faire le grand saut de l'entrepreneuriat et d'avoir une société, c'était de s'associer, et que j'ai entendu 1000 histoires de gens qui s'étripent, qui l'argent ou le pouvoir les a séparés et tout. Et en fait, moi, monter une société avec Poulpe, je suis hyper contente. Néanmoins, mon projet de vie, c'est que Poulpe soit toujours mon meilleur pote. Et société, pas société. C'est le plus important pour moi, c'est que cette personne-là fasse toujours partie de ma vie. Donc monter une société, vu tout ce qu'on entend autour, vu ce que ça implique comme circuit monétaire, enjeux, responsabilité, tout ça. Et puis souvent, les experts comptables, ils disent t'es en train de te marier. Enfin, nous, notre expert comptable nous a dit ça. Hein. C'est un mariage et tu fais laisse-moi tranquille. Putain, c'est horrible. C'est horrible, quoi. Et en fait, la clause du slip, c'était une manière pour moi, quand je l'ai proposée à Poulpe, c'était pour lui dire, mais en fait c'est une énorme déclaration d'amitié. Hein. C'était pour lui dire, je ne veux pas qu'il puisse nous arriver quelque chose et je veux qu'on mette en place, parce qu'on est faillible, les êtres humains sont faillibles de base. On peut pas dire que ça on le fera jamais, que c'est débile de dire ça. Ça sert à jamais rien. On s'embrouillera pour des questions de thunes. Voilà, tout le monde se l'est dit et c'est arrivé à plein de gens, donc ça veut dire que ça ne marche pas. Et c'est parce que c'était des gens bien qui ont dit ça. Donc là, moi, je me suis dit, il faut qu'on mette des barrières, un peu comme dans Harry Potter, où des fois, ils font des sortilèges pour protéger Poudlard à la bataille finale. Yes. Je me suis dit, il faut mettre des patronus un peu partout. D'ailleurs, je me suis fait tatouer Expecto Patronum sur ma cheville, n'est-ce pas ? Et en fait, j'ai dit à Poulpe, écoute, je pense qu'à chaque vote d'Assemblée Générale où on valide, on approuve les comptes, c'est chaque année dans une société, il faut qu'on les signe en slip. Mais alors du coup, le truc c'est que c'est pas dans votre chambre ou dans un bureau. C'est chez notre expert comptable, pas très loin des Champs-Élysées, dans un bureau très chic, avec du mobilier design, des petites bouteilles d'eau très très mignonnes, voilà, en série limitée. Et nous on se retrouve en slop devant notre expert comptable où c'est marqué conformément à leur volonté, les deux associés ont approuvé les comptes les comptes de la société en slip. Tout ça a été envoyé parce qu'on a approuvé les comptes là en début d'année, enfin en septembre à la rentrée. Tout ça a été envoyé au greffe et ça a été accepté et c'est nickel parce que tu peux pas, en fait à un moment donné, la stratégie derrière tout ça, c'était si un jour on se prend méga la tête, on se retrouve, on est obligé d'approuver les comptes, c'est obligatoire. Et à un moment donné, tu te retrouves en slip devant ton associé que tu détestes à ce moment-là apparemment, mais qui, il y a 4-5 ans, t'avais créé la clause du slip parce que viens, on dira, on sera toujours les meilleurs amis du monde et en fait, il nous arrivera jamais rien. Mais là, t'es obligé de te souvenir de ce moment où en fait, t'as monté cette société non pas pour t'enrichir ou pour devenir les rois du pétrole, tu l'as fait parce que c'était cette personne-là et que les gens se sont fait confiance et qu'on l'a fait juste pas pour s'amuser, mais pour des bonnes raisons, pour des trucs très purs en fait. Et quand tu te regardes et que t'es en slop, tu peux pas te prendre la tête. Oui. C'est impossible. C'est impossible. C'est malin. Ah oui. Moi, je trouve ça extrêmement malin. Je suis hyper fière. Mais quand tu me racontes cette histoire, vraiment, je suis restée dessus et je me suis dit, mais c'est ouf parce que, effectivement, je comprends ce que tu as voulu faire et je pense effectivement que c'est très difficile de rester fâché avec quelqu'un qui est à moitié en costard, à moitié en ski. Mais c'est ça. Dans le bureau d'un expert comptable. Non, mais c'est ça. On dit, souviens-toi, on était ces tocards-là qui ont pensé à cette clause. On peut pas devenir ces connards, en fait. C'est pas nous, tu vois. C'est ça qu'elle veut dire, en fait. Voilà. Merci beaucoup d'avoir raconté cette anecdote parce que je trouve qu'elle illustre bien, elle casse bien le cliché de parce que c'est monter une société, c'est serious business, forcément faut être sérieux. Bah non, pas forcément. Pas du tout. Pas du tout. T'es pas du tout obligé de mettre des tailleurs, t'es pas du tout obligé de parler avec des mots qui font 25 lettres. Moi, je fais énormément de fautes de syntaxe, j'articule pas, je confonds les B et les P, je suis à moitié dyslexique. Je fais des blagues de merde, je parle beaucoup de paix et c'est pas grave en fait, tu vois, en vrai ça te rend pas du tout pas crédible, au contraire. Moi ça c'est un truc que je fais beaucoup, je me mets toujours en situation où je me mens devant mes équipes comme je suis, c'est-à-dire je me mens pas, ils m'ont vu pleurer parce que je suis une fille très émotive et j'ai pas envie que ça change, j'ai pas envie de me contraindre, tu vois, donc il faut se montrer comme t'es et en fait si t'es compétent, je vois pas pourquoi ça marcherait pas en fait, tu vois.
Ça sert à rien de jouer des jeux, c'est horrible. Je pense que c'est épuisant les gens qui mettent, tu sais, un costume la journée et après le soir rentrent chez eux. Mais putain, ça doit être tellement fatigant de faire l'aller-retour. C'est épuisant comme une armure que tu portes, c'est-à-dire que c'est lourd. Tu vois, les chevaliers dans leur armure, là, ils avaient besoin d'aide pour la mettre et c'est très lourd à porter, mais ça te protège. Ouais, ça te protège. Donc tu fais le choix de t'exposer. Mais ça rend le combat vain, tu vois, parce que ouais, c'est ça, c'est qu'il te manque l'exposition où tu dis vas-y, je vais au front. Et puis est-ce que vraiment c'est un combat la vie, enfin, tu vois. Mais t'as jamais peur? Il y a jamais des moments où tu sais, c'est le bord du précipice, le vertige, c'est devant le feu, de te dire là, je vais laisser des plumes. Alors, si, des fois j'ai peur, mais il y a deux choses. Il y a je sais m'entourer, et je m'entoure de gens qui me sont très proches et qui savent que si un jour, qui sont là pour me récupérer en fait. Tu vois, on s'entraide, c'est hyper important pour moi. Je tisse des familles, sinon je suis paniquée, je peux pas, enfin je m'épanouis pas en fait. Donc je tisse des familles et du coup on se protège les uns les autres, tu vois. Donc ça c'est vraiment pareil, c'est un gros patronus pour moi, c'est l'entourage quoi. Et après la peur, j'utilise je conseille un outil qui s'appelle le déni. Que j'utilise à peu près tous les jours parce que c'est très vertigineux de monter une société, enfin ça a l'air, et en fait il y a un moment donné, je pense que il faut pas essayer de tout comprendre parce que en fait après moi je fonctionne comme ça, mais tant que j'ai pas vécu et éprouvé le truc, je comprends rien. Enfin, tu sais, on m'explique et c'est que des mots chiants, ça m'emmerde. Donc, tu sais, j'écoute, mais je fais oh, pareil, je prends cette posture de genre je suis en AVC, j'écoute plus, quoi. Et je me dis, bon, je me suis entourée de gens. J'ai pris un expert comptable, j'ai une avocate de malade, j'ai mes équipes. Bon, enfin, tu vois. Le jour où tu as un problème, tu vas demander de l'aide. Tu vas chercher la personne qui est mais moi, j'ai pas du tout cet ego de me dire, ok, je ferai tout toute seule, je vais y arriver toute seule. Je ne sais pas, je demande aux gens qui savent. Moi, je gagne un maximum de temps comme ça. C'est-à-dire que je ne maîtrise, à part si j'ai envie d'apprendre cette compétence, mais si vraiment ça ne m'intéresse pas du tout, ou si le calcul risque est trop élevé, je donne à quelqu'un qui sait faire. Donc pour moi, c'est pas forcément du déni, c'est plus, je vais pas commencer à me prendre la tête avec des problèmes qui se posent pas encore. Oui, c'est ça. Alors il y a de ça, mais il y a aussi un peu de déni dans la partie. Je pense que tu vois, même sur plein de choses de l'ordre de la comptabilité, des plans de financement, des trucs. Des fois, on fait c'est notre métier que de prendre des risques et de mesurer le risque. Enfin, mon taf, c'est de mesurer les risques. Une bonne partie, c'est ça. Je pense que des fois, il y a des gens qui feraient des arbitrages en disant bon, attends, on attend un petit peu, 1 mois, 2 mois, voir si ça stabilise. Moi, j'ai ce truc un peu poker. Parce que mes risques sont limités aussi, tu vois, je fais quand même ce calcul-là, mais je me dis, allez, parce que en vrai, si je rentre dans l'hyper détail, je me serais dit genre putain, non mais quand même, attends, vas-y, on attend quand même 1 mois, 2 mois, et moi j'aime bien des fois faire exprès de me mettre dans une situation où je me dis je fais comme si je voyais pas tous les risques, je les mets, tu vois, la poussière sous le tapis, et je fais vas-y. C'est ça l'entrepreneuriat en fait, c'est à un moment donné. Faut prendre des risques et parfois ça marche et parfois ça marche pas, et c'est pas grave, faut valoriser l'art de la tentative, il me semble. Si t'es trop frileux, je suis pas véritablement sûre que ce soit particulièrement payant. Faut être capable de prendre des décisions. C'est ça, c'est ça. D'accepter l'aventure en fait, c'est vraiment, tout est une question d'accepter l'aventure et que potentiellement effectivement elle aura une fin, mais bon, ça c'est la life quoi. Donc bon. Ok, donc pour toi la peur de l'échec c'est un risque générique, à chaque fois que tu prends une décision, il y a le risque que ça échoue, oui. Mais tu le prends toujours en compte et selon le coût de cet échec, ça prend plus ou moins de place dans ta balance. C'est ça. Et après, grosse confiance à une donnée intangible, totale, qui est l'intuition. Et ça, je pense que justement parfois on est un petit peu trop rationnel et trop pragmatique, et parfois faut laisser faut entendre sa petite voix intérieure, tu vois. Alors, tu parlais justement tout à l'heure de petite voix avec le evil twin qui te rame la gueule là, et l'intuition c'est quoi comme type de voix, d'où elle vient la tienne, tu vois, est-ce que tu te souviens du jour où t'as découvert que t'avais cette voix et comment elle parlait? Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, la Evil Twin, cette voix-là, j'ai mis très très longtemps comme toi, à l'identifier et à pouvoir lui dire c'est toi qui parles. Merci, mets ta gueule. Parce que avant, je savais pas que c'était elle qui parlait. Je l'entendais dans mon flux, quoi. Sur la bonne étoile, enfin, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais sur l'intuition, c'est un ressenti très physique. C'est très peu cérébral.
c'est un truc qui vient du, je sais pas d'où, tu vois, c'est pas dans le ventre, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas dans le cœur, je sais pas ce que ça veut dire ça, mais c'est plus un truc de, moi j'appelle ça la main invisible. Alors normalement c'est un concept économique, donc ça rend le truc pas glam, mais en vrai c'est un peu ça, c'est à un moment donné il y a un truc qui m'attire physiquement. Et d'ailleurs, je sens que je me tiens pas de la même façon. Tu vois, il y a un truc qui d'un coup, j'avais eu ça. Un des exemples les plus concrets, c'était quand justement j'étais en stage en maîtrise. J'ai décidé de faire un stage en Australie. Je voulais partir le plus loin possible et je suis allée à Melbourne et en fait, je voulais faire un stage en théâtre. Et je contacte tous les théâtres de Melbourne, dont un qui s'appelle La Mama Theatre et qui est un tout petit théâtre off Broadway, un truc hyper chelou, hyper indépendant, underground, mais très très fondateur en Australie du théâtre contemporain, indépendant. Et le site internet, mais meuf, mais l'enfer, du HTML dégueu, enfin tu vois, mais vraiment mon père aurait pu faire ce dos, quoi. Et alors qu'il y avait d'autres théâtres, machin, j'ai postulé à tous, tu vois, j'ai été pris dans d'autres théâtres, j'ai été pris dans celui-là, et quand j'ai vu le site internet, mais vraiment je l'ai ouvert, et j'ai fait je veux être là, j'espère que ça sera ce stage, alors que j'ai postulé à des trucs, mais ça n'avait rien à voir, tu vois. Et je me suis dit, c'est bon, c'est là. Et si j'ai 3 choix, je vais dans celui-là. Même si j'ai le gros théâtre national, tu vois, je vais dans celui-là. Je suis allée dans celui-là et ça a été une des plus belles expériences de ma vie où je me suis retrouvée pendant 6 mois à être assistante de prod, stage manager, donc c'est régisseur général, assistante lumière. J'ai même joué dans une pièce pendant 3 semaines. Je sais pas, des fois je ressens qu'il y a un truc, faut que j'y aille parce qu'il va se passer des choses qui vont me dépasser. Moi j'adore être dépassée par les événements. Parce que c'est là où tu vois comment tu réagis. Et là, c'était mais que ça. J'ai vraiment été dépassée pendant 6 mois. Et c'était fou ce qui s'est passé. Et c'était génial. Je suis hyper encore en contact avec eux et c'était trop bien. Ok, donc ça, c'était la première fois où tu as entendu perçu c'était là-bas, il se passera un truc, c'est sûr. Et du coup, à l'avenir, à chaque fois que ça s'est reproduit, tu as réussi à réidentifier que c'était ça qui parle. Ouais, parce que c'est très... Et puis, c'est vraiment lié à des sensations un peu, je sais pas, c'est presque de la synesthésie. Enfin, ça, moi, j'en fais un peu. Tu sais, t'associes... des sons, des trucs, à des couleurs, à des harmonies, à des machins. Et moi, des fois, je vais passer pour une énorme hippie, mais en vrai, je te jure, j'ai des moments des petites secondes de transe où je fais « Ah, c'est ça, il va se passer un truc !» C'est horrible, on dirait professeur Tinoway dans Harry Potter. La meuf, elle a une boule. T'as les meilleurs rêves. L'enfer, putain. Alors en vrai, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, moi j'ai un truc pour apprendre à écouter cette voix-là, cette voix de l'intuition. Je l'ai développé en jouant à pile ou face. C'est-à-dire que à pile ou tu prends une décision qui va changer ta vie, t'as une décision à prendre, je sais pas, c'est compliqué, t'arrives pas à choisir parce que les pour, les contre, tous les trucs rationnels, ça marche pas. Parce que t'arrives pas à t'en sortir, en fait tu joues à pile ou face. Et quand la pièce retombe, au moment où tu vois la pièce, tu sais. Non pas parce que la pièce t'a dit le résultat, mais parce que t'es déçu ou soulagé du résultat. Et j'ai fait ça plusieurs fois, et maintenant j'ai plus besoin d'une pièce, parce que maintenant toute seule je sais, je me dis ok je vais faire ça, et je m'entends me dire non, donc on fait ça. Oui plutôt, mais en fait c'est quand même compliqué parce que j'ai peur, c'est compliqué. Oui, donc on va faire ça, mais juste on sait pas comment, donc en fait on va trouver le moyen, quoi. Mais c'est une bonne façon de faire parler de plus en plus fort cette une super technique. Merci. Ça, non mais en vrai c'est trop bien. Ça, je trouve, et aussi les gens, les rôles modèles peut-être, les personnes qui te valident, qui sont importants pour toi, tu vois. Mais je parle des rôles modèles que tu connais dans la vraie vie, tu vois. Pas les gens que tu disais au début, c'est les personnes que tu peux mettre ton destin dans leurs mains et tu leur fais confiance. Moi j'ai ça, j'ai une sorte de mentor. Enfin c'est comme ma marraine qui est Agathe Saufer, c'est l'associée de Alexandre Astier. D'accord. Et qui d'ailleurs est en train de lancer le tournage de Kaamelott dans plusieurs jours. Mais oui. Et en fait, Agathe, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de force parce que elle a quand même produit Caméra Café et Kaamelott. Bon bah c'est pas rien. Hein. Et moi j'ai eu de la chance de travailler avec elle sur le Golden Show à un moment donné. Et on est resté très proches. Et en fait, dès que j'ai une question, dès que j'ai un moment de bad, de down, j'ai l'impression que c'est cette solution-là qu'il faut que je prenne. Néanmoins, il y a pour le coup un truc qui me tire un peu en arrière. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir un élastique dans le dos et tout. Je vais voir Agathe. Si Agathe valide le truc, mais là j'y vais mais à 250%, si elle émet un doute, je rebats un peu le truc, enfin tu vois.
Oui. Parce que je valorise énormément son avis, on n'est pas forcément tout le temps d'accord, néanmoins son avis m'est hyper important parce que je la sais pragmatique, je sais qu'elle a un regard bienveillant sur moi et en même temps juste, donc elle n'est pas là pour me passer la brosse à reluire, moi ça je déteste, je n'ai pas du tout besoin de ça. Enfin tu vois, c'est des gens qui permettent de réorganiser mon discours, ma tête, mes choix, et ça je pense que c'est hyper important d'avoir des gens sur qui tu peux te reposer et que t'as pas d'ego, que tu peux tout leur dire, que tu te sentiras pas jugé et qui sont vraiment là pour te tendre la main, tu vois. Oui, et tu soulèves un point important, tu disais tout à l'heure sur ta capacité à bien t'entourer, c'est vrai que c'est important. Moi j'ai appris aussi par rapport à ça, à effectivement les gens que tu admires et dont tu respectes la vie, t'es pas forcément toujours d'accord avec eux. Et bah alors moi dans ma vie professionnelle, il y a Fab, le patron de Mademoiselle, dont la vie compte énormément pour moi. Et également quand on n'est pas d'accord en fait. C'est parfois j'hésite sur une décision, je lui demande ce qu'il en pense et comme un pile ou face, je vais me dire ok, ces arguments sont bons et ça fait pencher la balance d'un côté, mais pas assez pour me faire changer d'avis en fait. Mais du coup, je prends quand même ma décision, mais en connaissance de cause, en acceptant les risques, en acceptant les inconvénients, et ça la consolide, même si ça ne la suit pas en fait. Exactement. C'est consultatif et hyper intéressant, ça aide, mais effectivement, je trouve de toute façon que les relations les plus saines, c'est les relations où tu es capable de dire tout et de surtout pas être d'accord en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui crée les meilleurs associés. C'est quand tu acceptes de pas être d'accord avec ton associé et d'en discuter et de remettre sur la table et à quel moment t'arbitres et pourquoi, et que parce qu'il faut jamais repartir chez soi en se disant bon bah ça je lui en veux ça je m'en souviendrai toute ma vie non mais tu vois, tu peux pas avoir une relation de collaboration avec de la rancœur, c'est impossible, faut évacuer tous les conflits au moment où ils naissent, tu vois. Bah justement, c'est la capacité à dissocier un désaccord avec un conflit, parce qu'en fait tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un sans que ça touche la nature de la relation. C'est ça, exactement. Et essayer de modérer l'émotionnel, parce qu'il y a en général beaucoup d'affects qui rentrent en compte. Et c'est ça qui est le plus compliqué d'ailleurs à modérer, c'est que parfois de se prendre un scud dans le cadre d'une mission professionnelle, enfin d'un projet commun, faut pas te dire que c'est un scud qui touche ta vie perso avec cette personne, pas du tout. Enfin, faut pas ramener les problèmes de taf et inversement les problèmes de l'ordre de l'intimité ou de la vie privée, quoi. Et c'est ça qui est le plus compliqué des fois moi je trouve en tout cas. Enfin, moi je trouve qu'on trouve un très bon équilibre tous les deux et que quand on se laisse un peu dépasser, quand on s'épargne pas assez, je dis c'est plutôt ça le mot, c'est vrai, on s'épargne pas, on revient vite et on a cette capacité de savoir s'excuser, de dire qu'on a eu tort, qu'on n'aurait pas dû dire ça comme ça, que c'est pas comme ça qu'on voulait le dire. Enfin tu vois, ça c'est hyper important. Ou de mettre des tierces personnes. Notre expert comptable, nous c'est quelqu'un qui est très important, et dans les trucs où on n'arrive pas trop à se décider, là t'as quelqu'un qui vraiment n'a aucun intérêt et qui juste regarde la situation, fait bon à mon avis les gars partez là-dessus, machin, est-ce que ça vous va, ouais ok, et au moins ça permet de faire circuler l'info, tu vois, c'est plus simple que d'être en frontal avec quelqu'un avec qui des fois tu pars en vacances et que là tu parles d'un truc de taf un peu précis, tu vois. Et ça c'est cool d'avoir des tierces personnes aussi, très neutres. À propos des personnes importantes dans ta vie, t'as choisi la question, la première fois que quelqu'un t'a fait gagner du temps dans ta vie, perso ou dans ta carrière. Ouais. Alors t'en as cité 2. Ouais, c'est Davy et Karine. Ouais. Mais Davy, je lui dois tellement de ce que je suis devenue, quoi. De par le simple fait que j'ai rencontré cette personne, mon existence s'est déroulée complètement différemment que ce que je pensais au départ, quoi. Et Karine, c'est cette fameuse pionne du lycée qui était une copine de Davy et que Davy s'est retrouvée dans mon cours d'impro et qu'on a commencé comme ça. Et en fait, vraiment, c'est quelqu'un qui a libéré énormément de choses et qui m'a présenté plein de gens dont Poulpe. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Et d'autant que c'est aussi la personne qui, 10 ans après, quand j'étais en Corse dans mon centre culturel, m'a appelé en me disant on cherche quelqu'un, viens faire le Golden Show et tout, t'inquiète, t'as jamais fait d'audiovisuel, on s'en bat les couilles, on se connaît, ça roulera, c'est sûr. Et que putain, regarde, cut, 8 ans après, j'ai monté une société de prod, je produis une émission pour Canal+. Enfin, c'est incroyable, tu vois, c'est des personnes qu'on met sur ta route, enfin, je sais pas qui, mais enfin, je sais pas si c'est tangible non plus, mais c'est une vraie putain de rencontre. Donc, oui, il a tout accéléré, ou il a tout changé, je préfère dire qu'il a tout changé.
C'est surtout intéressant que c'est pas une rencontre que tu as faite au moment où il était déjà sur les rails de sa carrière, etc. C'est plutôt... tu disais qu'il l'a mis sur ta route, mais c'est aussi toi qui as pris ce chemin et qui fait que tu reviens sur cette route-là, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Une autre question que tu as choisie, c'est la première fois que tu as eu envie de fuir, de disparaître, de tout arrêter. Alors c'est très intéressant parce que là, du coup, ça fait presque 1 heure qu'on enregistre. Et t'es un bulldozer, la meuf. J'ai l'impression que tu... Ah non, pas du tout, mais c'est juste que tu as une assurance, un vrai plaisir de t'écouter parce que tu dégages comme ça une assurance, une conviction, une aisance dans le sens où, oui... Les problèmes qui se posent pas encore, on va pas se prendre la tête dessus avec. J'écoute mes intuitions, ça c'est une vraie, ça se sent, tu vois, c'est une vraie force. Et je trouve ça hyper, encore une fois, paradoxal que tu choisisses cette question-là. Et j'ai envie, enfin, je suis curieuse parce que je me dis, mais est-ce que cette meuf-là que j'ai en face de moi depuis 1 heure a déjà eu envie de fuir? Alors, j'ai pas souligné de disparition. Disparaître, ouais. Le concept de disparition est quelque chose qui me fascine. Moi, j'ai très très peur de la dépendance sous toutes ses formes. Et en fait, parfois, je trouve que on est tellement lié aux choses, il y a tellement d'attentes. Tu vois, il faut rendre des comptes, il faut répondre à des trucs, répondre à des mails. Gérer sa vie perso, pro, tout ça, machin. Moi, c'est un énorme fantasme chez moi. Très souvent, c'est j'ai hâte d'être au moment où je vais disparaître. Et donc, je fais, par exemple, 1 fois par an, une retraite silencieuse où je pars 4 jours toute seule dans un endroit où je coupe mon portable. J'ai pas d'ordinateur, je lis que des bouquins et je ne parle pas. Je ne veux pas entendre le son de ma voix. Je veux disparaître. Mais pas... Des fois, quand je leur dis ça, les gens badent. Ils sont là genre, ah merde, elle est hyper dark et tout. Mais c'est pas du tout dark. Au contraire, c'est pour retrouver une forme de lumière. Enfin, alors, ouais, yes, allez, nickel. On est dans hippie, j'ai l'impression. Alors, à l'heure actuelle, on a allumé un feu avec Clémence et on joue du djembé. C'est génial. Mais ouais, ce truc, à un moment donné, d'être trop dans la convergence. Je sais pas si c'est très clair, mais d'être au milieu de plein de flux énergétiques et de plein de gens et de plein de contextes, d'enjeux. Tu sais, d'un coup, des fois, tu penses à tous les textos, tous les gens que t'as mis un peu dans le vent. Merde, il fallait que je rappelle ma grand-mère. Merde, il fallait que j'ai pas donné de réponse sur tel budget à telle personne. Et en fait, à un moment donné, moi, ça peut me monter, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai besoin, à un moment donné, de faire le vide de tous les enjeux. Et simplement de me retrouver un peu connectée avec un truc très très basique qui est une enveloppe corporelle dans un endroit que j'ai choisi qui en général doit être un peu joli et j'ai même fait ça au couvent 1 fois, hein. Alors pas du tout catho, hein, mais je suis allée 4 jours au couvent parce que en fait pareil, c'est aussi une autre manière de m'affronter. En fait, je trouve qu'on prend... Surtout à Paris, putain, c'est une ville qui est hyper épuisante. Enfin, moi, je suis pas du tout parisienne à la base en plus, et je vivais encore dans un village de 80 habitants où tout avait du sens, la musique, le temps, la météo, les saisons, les gens. Enfin, et là, t'es à Paris, et en fait, moi, ça me gave, quoi. Enfin, des fois, ça brasse tellement de l'air que j'ai besoin de respirer toute seule ailleurs, sans qu'on puisse y apporter un quelconque jugement, tu vois. C'est juste moi et moi-même, et je trie dans ce qu'il y a dans ma tête et je me dis ah putain, ça je me prends la tête depuis 1 mois, en fait on s'en bat les couilles, ça par contre c'est beaucoup plus important que ce que je le pensais, parce qu'en fait ça devient une pensée obsédante pendant ces 4 jours et je me dis ah putain, en fait ça veut dire que c'est important et qu'il faut que je le prenne en considération. Ah, telle personne, en fait peut-être qu'elle me plaît un peu plus que prévu. Ah, enfin tu vois, ça permet juste de s'entendre en fait, mais pas d'entendre sa voix parler et brasser, juste s'entendre, tu vois. Et je trouve que moi j'ai vraiment besoin de ça. Alors ne crois pas que je te juge, car sache que j'ai passé mon 31 décembre dans un bus Paris-Brest, le soir du 31, pour arriver au Conquet, bout du monde de la Bretagne, le 1er janvier. Et j'ai passé 5 jours dans une chambre au bord de la mer, et à faire exactement ça. C'est-à-dire, alors moi j'avais mon ordinateur parce que j'écris sur ordi, ouais. Mais ne désinstaller les applis, ne pas y aller. Et j'ai passé des heures entières assise en tailleur sur mon lit à regarder la mer. Et à faire exactement tout ce que tu viens de décrire pour exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire arrêter de parler pour réussir à s'entendre et s'entendre pour réussir à s'écouter. C'est ça. Bah c'est exactement ça. Oh, j'ai envie de t'interviewer parce que tu devrais faire ça 1 fois, te faire interviewer dans ton propre podcast.
Sachant, Tu n'es pas la première à suggérer l'idée. Franchement, c'est trop bien. Je pense que je finirai par le faire, mais c'est vrai que donc à chaque fois, je propose la liste des questions aux invités que je contacte. Et j'ai un jour essayé de faire l'exercice moi-même de me dire ok, quelles questions je choisirais et qu'est-ce que j'y répondrais. Je me suis rendu compte que c'était hyper balèze. Non, je vais continuer à les poser aux autres. Bye. C'est génial. Ah non, en fait, oh la flemme. Oh là, la flemme. Est-ce que c'est pas aussi ce qui est cool quand on est chef, c'est de pouvoir déléguer les choses qu'on a la flemme de faire? Ah mais ça, alors ça c'est une phrase de mon daron. Mon daron il m'a toujours dit, n'oublie pas que ton objectif c'est de plus rien foutre. Je trouve ça charmé. Et puis moi j'ai maintenant, c'est pas le cas avant, mais maintenant j'ai aucun mal à déléguer. Pas du tout. Plus du tout d'ego sur mes trucs et mes machins et tout. C'est oula. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que je pense que j'ai toujours du mal. Ouais. Alors j'ai vraiment progressé parce que à la tête de Mademoiselle, si je n'apprenais pas à déléguer, j'aurais déjà craqué 12 fois. Ouais, c'est ça. Mais ça reste compliqué de te dire que tu dois investir du temps pour expliquer une tâche, définir ses enjeux, etc. Mais en fait, des fois, il vaut mieux prendre ce temps-là qui va te prendre tant pour cent de temps et qui t'en fera gagner fois 25 derrière, en fait. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes équipes quand je leur demande de se staffer parce que clairement, je vois qu'il y a un manque de ressources et tout. Ils disent, ouais, non, mais en fait, ça va me prendre plus de temps de former quelqu'un. Je fais, c'est faux. C'est faux. À un moment donné, quand tu veux te développer et toi te remettre à ta bonne position, parce que toi, Clémence Bodoc, on te prend pour une mission très, très claire et quand tu te surcharges, c'est plus ta mission. Et en fait, il faut retrouver son cœur de mission à chaque fois, tu vois. Et c'est bien de prendre du temps à former quelqu'un, de le rendre opérationnel avec tes propres outils, comme ça au moins toi t'es pas perdu, et au moins ça fluidifie et tu gagnes un temps fou quoi. Est-ce que tu te souviens de ton déclic sur ça ou d'une anecdote qui fait que t'as appris à lâcher prise là-dessus et à déléguer par la suite? Encore une fois, c'est Bagel quand j'en suis partie fin 2015, j'étais vraiment épuisée. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, quand j'ai pris mes 6 mois pour réfléchir, que en fait, j'avais énormément de mal à la déléguer. Justement pour tout ce qu'on dit, c'est-à-dire que je me disais merde, ça va me prendre plus de temps. Ok, je préfère tout faire toute seule. Ok, non, mais en fait, ça va bien plus vite. Ok, maintenant, et en fait, j'étais devenue un peu psychopathe de tous les process, des procédures, des objets de mail, bien trier les trucs, machin. J'avais mis plein d'outils, mais en fait, limite, je passais plus de temps à organiser le travail qu'à le faire, parce que ça me rassurait et j'avais l'impression que ça me protégeait, mais en même temps, ça me séparait un peu des équipes, parce que du coup, eux, ils avaient l'impression de rentrer dans un truc qui n'était pas véritablement leur façon de faire tout le temps, et en fait ça faisait pas forcément gagner plus de temps, parce que moi du coup après moi je refaisais tout et je restais au bureau jusqu'à 2h du mat et je faisais des nocturnes de malade, ce qui fait que je perdais mon cerveau frais. Et dans les métiers artistiques de production et de vision, même la prod exé et la finance est un métier créatif, sinon je le ferais pas, il faut avoir le cerveau frais. Et en fait, il faut pouvoir déléguer à un moment donné. Moi, le problème, c'est que je n'avais pas les ressources en face pour me staffer. C'est ça qui fait que je sais pas de mon ressort non plus complètement. C'est que la réalité de Canal à cette époque-là était qu'il n'y avait pas de budget pour recruter. Néanmoins, quand j'ai monté ma société, je me suis toujours dit, ok, non, en fait, à un moment donné où je vois qu'il y a une surcharge d'activité, je prendrai quelqu'un temporairement en espérant faire après du long terme avec cette personne, et je stafferai en fait à chaque fois. Je me dis, plus jamais je ne me mets dans cette situation où je me retrouve, les nocturnes ça arrive, c'est normal, mais je ne veux plus être à tout faire pour rien, parce qu'en fait les gens sont, quand tu les responsabilises et quand tu les mets aussi dans cette position là, ils se déchirent et ils sont contents, tu vois. Il y a un truc de genre ouais, c'est cool, on me fait confiance. On en revient toujours à la peur, la confiance et l'intuition. C'est un triptyque sur lequel s'appuyer pour réussir à sortir de situations de cercle vicieux comme celui de je peux pas déléguer parce que j'ai peur de l'échec et du coup c'est ça. Et tu peux rester là-dedans 1000 ans, hein. Et parce qu'en plus c'est... Ah oui, je confirme. Bah ouais, non. mais je pense que ouais, le jour où tu fais non attends, stop, tout change. Et moi, ma façon de alors que j'ai presque encore plus de responsabilités qu'avant, parce que c'est ma société à moi maintenant, je ne suis plus couverte par un énorme groupe. Tout est beaucoup plus simple. Mais tout est beaucoup plus simple. Je passe beaucoup moins de temps, en fait. J'ai vraiment
sorti des trucs qui étaient chronophages de ouf, je les ai donnés à d'autres personnes à qui ça faisait plaisir de bosser ou d'arbitrer là-dessus, et moi j'étais ok Chambé, je te fais confiance, tu me fais juste parce que c'est ça reporting. La magie en plus, c'est que des tâches que toi tu peux estimer pénibles ou pas efficaces, d'autres c'est leur truc, c'est leur kiff quoi. Non mais c'est ça. Il y a des gens qui aiment la compta, ça existe, j'en ai rencontré. Non mais c'est ça. Non mais en vrai moi mon expert comptable est fascinant et il a une façon de lire les chiffres qui est moi qui me bluffe, où je me dis mais putain mais qu'est-ce que c'est intéressant, enfin, c'est quand même incroyable, je te jure, il arrive à rendre le truc cool en fait. Revenons à toi et ta société. Oui. Donc je voudrais qu'on parle un peu de Crac Crac. Ouais. Est-ce que tu peux présenter l'émission pour tous les gens qui nous écoutent? Alors Crac Crac, donc c'est une émission. T'as vu, je prends ma voix de speakerine. Bah oui, ça y est. C'est une émission. Direct, on a changé de n'importe quoi. Non, Crac Crac, c'est une mensuelle. C'est une collection mensuelle. En fait, c'est 8 émissions de 45-50 minutes par an. Là, on est en saison 2. C'est une émission donc présentée par Monsieur Poul, produit par nous, qui en fait parle de la sexualité. En fait, le constat de base, ça a été quand tu regardes dans le PAF, les émissions qui parlent de cul, c'est le magazine de la santé. Donc là, c'est très pragmatique, très factuel, scientifique, tout ça. T'as la sexualité très démonstrative dans certaines émissions de télé-réalité où là c'est un dommage collatéral, c'est collatéral entre guillemets, mais où c'est l'enfer quoi, c'est beauf de ouf. Et voilà, en fait, t'as pas 36 milliards de choix. Ou t'as le journal du hard, mais le journal du hard, c'est l'actualité du porno. Enfin, on peut pas réduire la sexualité au porno, ça n'a aucun sens. Tout ceci est très segmenté. C'est ça, en fait. Et il n'y avait pas d'émission qui parlait de manière décomplexée, pas désacralisée, hein, mais décomplexée, fun, informative, de sexe, en fait. Il y en avait pas. Et qui, en plus, parlait un peu de toutes les sexualités. Poulpe et moi, du coup, on a proposé à Ariel Saraco, donc qui est la directrice de la création originale et des programmes à Canal, cette émission-là, en partant de ce constat-là. Et au départ, on voulait plutôt proposer un truc sur les transgressions. C'était plus un truc qui était très très vaste. Surtout, en fait, c'était rendre visible l'invisible, en fait. C'était ça le pitch de la première émission. Et il y avait une partie de cette émission qui était le sexe. Et en fait, en parlant avec Ariel Saraco, on s'est dit, bon bah, faisons en fait que cette partie-là, parce que ça n'existe pas, il y a un vrai vide, quoi. Et du coup, on a travaillé sur cette collection. Le sujet est quand même un des sujets les plus tricky à traiter, voilà. Donc ça a été énormément de travail éditorial, de recherche. On s'est entouré très très vite de gens beaucoup plus intelligents que nous pour rechercher, et débattre, trouver la bonne position de discours pour Poulpe, qui reste quand même un homme blanc hétérosexuel qui parle de sexualité, et est-ce qu'il va être légitime à parler de la sexualité des femmes, des LGBTI, enfin tu vois, on s'est vraiment posé énormément de questions. C'est pas un médecin, donc et c'est pas un médecin et c'est pas un journaliste. Oui. Tu vois, donc tu vois, t'es dans une position où en fait, il fallait énormément réfléchir à quelle est sa position à lui en fait, et pas lui mettre une casquette qui n'est pas la sienne. On aurait détesté justement qu'il se prenne pour quelqu'un qu'il n'est pas. Ça reste Monsieur Poul, donc il a un ton particulier. Et nous, on est très millième degré et l'humour nous sauvera tous. Donc voilà. Et du coup, on a vachement travaillé là-dessus sur des séquences qui sont juste drôles. Enfin, drôles, après, ça c'est subjectif. Mais en tout cas, voulu être fun, on va dire. Des trucs très statutaires, comme le plateau des experts au milieu, qui est un plateau qui dure 10 minutes. Au départ, on s'était dit que ça durait 3-4 minutes. Et en fait, c'est tellement intéressant que plus ça va et plus le plateau expert est long. Parce qu'on y apprend des choses. C'est des gens qui ont vraiment travaillé leur réflexion, qui ont fait des recherches, qui ont un poste dans ce thème-là. On a aussi la maman de Poulpe. Alors, beaucoup de gens se demandent si c'est vraiment sa mère. C'est vraiment sa mère. Génial. Et c'est vraiment, Geneviève est vraiment une de ses meilleures amies. On a mangé le gigot chez elle en Normandie dimanche. On la salue. Voilà, Geneviève. Et Tini, qui est la maman de Tom Evrard. Et ça, c'était hyper important pour nous aussi. Tous les deux, Poulpe et moi, on n'aime pas du tout le concept de génération. Ce truc de genre on est dépassé, oui mais ça c'est un truc de vieux, mais ça c'est bien les jeunes, tu sais, il y a toujours un peu de condescendance dans tous les sens, ça sert à rien, on s'aide pas en fait à faire du conflit de génération. Je trouve que c'est pas du tout quelque chose de vivant, et du coup là d'avoir un book club
où elles chroniquent en fait des bouquins qui parlent de sexe. Elles ont entre 60 et 80, Geneviève a 83 ans. C'est génial, c'est qu'en fait la sexualité c'est l'affaire de toutes et tous, tu vois, et de mettre des gens de tout genre et de tout âge, c'était hyper important, parce qu'au moins ça te permet de balayer tous les tons, c'est-à-dire que faire l'amour c'est fun, c'est hyper drôle parfois, c'est en même temps très sérieux, c'est en même temps politique, c'est en même temps invisible pour certaines personnes qui sont complètement invisibilisées ou traitées de fous. On a travaillé sur les fétichismes. La première émission, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais c'était sur les gens qui sont fétiches du sportswear et des baskets. Et on s'est retrouvés dans un club incroyable où on a fait une soirée avec des gens qui se masturbent dans des baskets, dans des survêtements Lacoste des années 90, mais qui en parlent. Où au départ tu fais mais je comprends pas, c'est quoi le délire, et en fait à la fin tu fais ouais en fait, enfin hyper intéressant. Et là cette année on s'était dit, parce que notre émission est quand même sortie juste après l'affaire Weinstein et MeToo de 2018. Oui. Donc c'était pas anodin non plus, et du coup pour nous c'était évident que la saison 2 on allait la commencer sur une spéciale féminisme, et du coup elle est en intégralité, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, et elle est en intégralité sur YouTube, cette émission là. Je mettrai le lien. Et on est hyper fiers de cette émission parce qu'on a pris vraiment beaucoup le temps pour la préparer, et j'espère qu'elle est représentative de toutes les discussions qu'on a depuis 1 an, 2 ans, même tellement plus, enfin même des siècles, et voire plusieurs millénaires, sur la position des femmes, le fait que hommes et femmes on ne devrait pas s'opposer, qu'on devrait regarder ensemble dans la même direction, mais rappeler quand même des fondamentaux qui apparemment n'ont pas l'air d'être tout le temps particulièrement intégrés, comme le consentement, des choses comme ça qui paraissent tellement évidentes, mais voilà. Et on est hyper fiers de cette émission. Ça a été vraiment mes meilleures réunions de rédaction avec l'équipe. C'était hyper intéressant de bosser sur ce truc. T'as quelle liberté justement éditoriale autour de cette émission? Parce que t'es la chef de ta société, mais ouais. tu produis une émission pour Canal+. Ouais. C'est quoi la liberté que t'as? C'est ça l'énorme chance de produire des choses pour Canal+. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ariel Saraco, qui est cette fameuse directrice des programmes et de la création originale, et qui nous fait une confiance tellement précieuse. Mais franchement, je sais même pas si j'étais à sa place, je devrais autant confiance aux gens. Surtout quand nous, on lui a quand même proposé l'émission et que Poulpe a fait un striptease dans son bureau avec un slip floqué au nom de l'émission. Enfin voilà, c'était quand même vraiment ça. Et que ça l'a fait rire. Et on fait partie de la même tribu en fait, avec Ariel, je pense. Et elle ne valide aucun texte en amont. On s'en parle, hein, évidemment, du contenu des sujets, des experts, de ce qu'on va chroniquer en book club. On lui file un document assez concis. Et après, on lui envoie on tourne et on monte et on lui envoie la version montage. Et elle fait 4-5 retours à chaque fois. Donc pour moi, on a 95% de liberté, et toutes les discussions, et en plus tous les retours qu'elle fait, tu te dis pas genre oh là là la barbe, enfin tu vois, au contraire oui. On fait ah putain c'est hyper intéressant, et après on s'appelle et je dis non mais là t'as complètement raison, là c'est complètement c'est pas lisible, on comprend pas ce qu'on veut dire, t'as raison là il manque un synthé, t'as raison là c'est un peu too much dans le curseur poète, ah là par contre pour le coup faut rendre le truc un peu plus léger, enfin tu vois, et ouais. En fait à chaque fois c'est hyper intéressant, en fait on se prend pas la tête, à chaque fois on n'est pas tout le temps d'accord, on en revient à ça. Et des fois on dit non mais nous on va garder ça comme ça parce que vraiment c'est important pour nous que ça soit rendu comme ça, mais elle dit ok, mais c'est toujours dans une discussion où à la fin on se check quoi, on n'est jamais en opposition, c'est super. Et vis-à-vis du public, quels ouais. sont les retours? Est-ce que tu as des retours? Parce que vraiment, moi, sur Internet, c'est une source précieuse de feedback. Ouais. Et je me représente assez mal. Du coup, est-ce que tu as que des chiffres d'audience? Est-ce que tu as des courriers? Est-ce que tu as des commentaires sur les réseaux sociaux? Alors, il y a Canal nous file des bilans, en fait, digitaux et Antenne. On est une des émissions qui fonctionne le mieux. Et en digital, on est celle qui performe le plus. Donc, pour moi, et c'est ce qui m'intéresse, c'est quand on prend la parole, est-ce que les gens qui regardent sont satisfaits? C'est vraiment un taux de satisfaction qui est énorme.
Et ça fait plaisir, tu vois, mais ça c'est pas genre on est content, on se branle la nouille avec Poulpe, genre ouais on fait une émission et tout, les gens sont contents. Enfin c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est qu'on se dit mais enfin moi il y a certains moments de l'émission j'aurais voulu voir ça à l'époque en fait. Et par exemple, tu vois, je suis allée voir le spectacle de Sexpowerment à la Nouvelle Scène. Oui. L'adaptation du livre de Camille Emmanuel qui bosse sur Cracac depuis 2 ans. Enfin, on bosse ensemble et tout, qui est super et tout. Et donc, je suis allée voir l'adaptation du spectacle. Et à un moment donné, Lisa sur scène, ou je crois que c'est sa co-comédienne, qui dit est-ce qu'il y a des producteurs dans la salle ? Il faudrait des émissions où en fait on parle de sexualité de manière décomplexée. Et là, moi, j'étais là, genre, mais moi, je fais déjà. En fait. Et je suis contente, tu vois, pour ça, que ça existe, parce qu'il y a vraiment, je pense, des moments des émissions où il y a des discours un peu libérateurs, tu vois, et que ça fait plaisir à voir. Enfin, j'espère en tout cas, quoi. Donc voilà. Mais bravo pour ça et merci beaucoup. Je suis tellement contente que tu sois venue dans ce podcast pour raconter cette histoire-là. Et ah ouais, parce que putain, j'étais là, genre, mais j'ai trop parlé, c'est un enfer. Non, pas du tout. Okay. C'est très intéressant. Oh là là, j'aimerais être toi, Clémence. Bah moi, j'aimerais être toi, bien. Ouais, j'aimerais que tu sois mon tataillet, tu sais. Moi, tu mets ta main dans ma bouche et tu fais et c'est toi qui parles. Oh là là, ça me reposerait tant. Mais tu sais quoi, mais en vrai, j'ai la solution à ça, c'est qu'on est tout en train, on est de plus en plus nombreuses, je trouve, et on a été nombreuses par le passé, c'est juste qu'on n'avait pas les projecteurs sur nous comme les hommes peuvent l'avoir depuis longtemps. On est plusieurs à déchirer en fait, vraiment. C'est juste qu'on est un peu toutes seules chacune dans notre coin et qu'on n'a pas la grande confrérie des meufs badass qui déchirent. Et c'est un peu pour ça que j'ai lancé ce podcast, parce que j'espère qu'au bout d'un moment, on va finir par toutes se rendre compte que personne n'est seul dans son coin en fait. C'est ça, et tout est possible. Il y a 100 ans, elles étaient toutes seules, les meufs qui sortaient en disant ouais, moi je vais être la première à faire ça, parce qu'effectivement c'était les premières. Mais vas-y, viens, aujourd'hui on n'est plus les premières, on n'est plus les seules, mais on commence à se parler, à s'en rendre compte, quoi. Ah ouais, non mais carrément. Ah non, mais il faut y aller. Ah, mais tout est possible en fait, il faut vraiment pas se poser une autre question que ça. Enfin c'est le constat, c'est ça, c'est que tout est faisable, tout est possible. Au pire, ça foire. Et c'est pas grave. Je pense que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Vanessa. Merci, Clémence. J'étais ravie. J'arrive pas à croire que j'ai dû te convaincre de venir, alors que vraiment c'était trop bien. Ah là là, putain. Ah, c'était une expérience. J'en profite pour refaire passer un message. Je ne veux pas inviter dans ce podcast que des meufs connues. Ça m'intéresse d'avoir des parcours, en fait. Ouais. Parce que être une femme, c'est pas une compétence, mais parfois ça peut être un poids à porter dans certains domaines. Donc, toi qui m'écoutes, si tu te dis, en fait, moi je pense que j'ai des trucs à raconter, envoie-moi un mail s'il te plaît, car j'ai envie d'écouter ton histoire. Merci beaucoup. Merci Vanessa. Je vais mettre tous les liens dont on a parlé dans la description, et notamment ceux des émissions, des replays Crac sur le site de Canal+. Super. Merci beaucoup. Merci. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, SoundCloud ou la chaîne YouTube dédiée, ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup. Bye, à jeudi.